Et donc j'appelle Anne-Sophie Montero pour une communication intitulée « Ouverture transitoire de la barrière hémato-médulaire par ultrasons non focalisé chez un modèle murin de sclérose latérale amyotrophique ». Chers maîtres, chers confrères, je remercie tout d'abord l'Académie de chirurgie ainsi que les membres du jury de m'accorder l'honneur de présenter aujourd'hui les travaux que j'ai réalisés pendant mon année de Master 2. Encadré par le professeur Carpentier et le docteur Boilet, j'ai réalisé les premières ouvertures de la barrière hémato-médulaire grâce à des ultrasons sur un modèle murin de sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative qui a été décrite pour la première fois par Jean-Martin Charcot à la Pitié en 1865. Elle a pour particularité d'atteindre uniquement les motoneurones. Cela va donc se traduire en anatomopathologie par une atteinte du faisceau moteur de la moelle épinière, donc le faisceau latéral, d'où son nom. Cliniquement, on va avoir des signes uniquement moteurs, à la fois centraux et périphériques. L'histoire commence classiquement par une main malhabile, un pied traînant vers la cinquantaine, et la paralysie évolue assez rapidement vers une tétraplégie jusqu'au décès du patient, environ 3 ans après le diagnostic d'une insuffisance respiratoire. Le traitement de référence actuellement est le Riluzole et il ne permet un gain de survie que de 3 mois seulement en moyenne. Il s'agit donc d'une pathologie au pronostic extrêmement sombre, sans traitement satisfaisant et qui est responsable de 1700 morts chaque année en France. La plupart des formes sont sporadiques, cependant les formes familiales sont intéressantes car elles ont permis de découvrir des gènes causaux et donc de développer des modèles d'animaux afin de mieux étudier cette pathologie. Cependant, malgré les différents modèles, la physiopathologie reste encore très incertaine, avec probablement de multiples mécanismes mis en jeu. Parmi les différents essais cliniques qui ont lieu, l'IGF-1 nous a semblé être un candidat prometteur dans la sclérose latérale amyotrophique, puisque c'est une molécule qui est connue pour son effet neurotrophique, neuroprotecteur. Les résultats qui avaient été obtenus chez la souris par transfection virale, donc avec une expression directement au sein de la moelle épinière, étaient extrêmement encourageants, avec une augmentation de la survie et de la force de ces souris. Cependant, les voies sous-cutanées, que ce soit chez la souris ou chez l'homme, n'ont pas présenté de bénéfices. Cette différence d'efficacité entre la voie virale et la voie sous-cutanée réside dans le fait que l'IGF-1, injecté par voie sous-cutanée, ne peut pas pénétrer dans la moelle épinière car il est bloqué par une barrière, la barrière hémato-médulaire. En effet, tout comme au niveau du cerveau, il existe là une barrière hémato-encéphalique, au niveau de la moelle épinière, on retrouve une barrière hémato-médulaire qui est constituée des mêmes éléments, donc les jonctions serrées, les pompes à efflux, les péricytes, les astrocytes et également une importante résistance électrique qui lui confère une imperméabilité aux ions. Tous ces éléments font que pour qu'une molécule puisse passer la barrière, il faut qu'elle soit de très petite taille, très lipophile et qu'elle ne soit pas la cible d'une pompe à efflux. Donc plus de 99% des molécules, des médicaments, dont l'IGF-1, ne peuvent passer la barrière hémato-médulaire. Cette barrière est donc un véritable obstacle au développement de drogues pour traiter les pathologies médulaires. Or, au niveau du cerveau, désormais, on sait ouvrir la barrière hémato-encéphalique grâce à une technologie innovante associant des ultrasons et des microbules intravasculaires. Les microbules sont injectés par voie veineuse et un émetteur d'ultrasons est appliqué en regard de la zone à ouvrir. Lorsque les bulles rentrent dans le champ ultrasonore, elles entrent en résonance et cette vibration va créer sur la paroi vasculaire une contrainte mécanique qui va ouvrir la barrière de manière transitoire et suffisamment largement pour laisser passer des grosses molécules de la taille d'un anticorps. C'est une technologie qui est très bien étudiée au niveau du cerveau, qui fait l'objet de dizaines de publications chez l'animal, de plusieurs essais cliniques actuellement chez l'homme, que ce soit pour le glioblastome, pour la maladie d'Alzheimer, les métastases cérébrales. Mais au niveau de la moelle épinière, il était très peu étudié puisque l'on n'a retrouvé que 2 publications qui sont des études préliminaires chez le racin et en aucun cas des études dans une pathologie. L'objectif de notre étude était donc de réaliser les premières ouvertures de la barrière hémato-médulaire chez la souris saine et d'appliquer cette technologie à un modèle de sclérose latérale amyotrophique pour étudier les effets d'ouverture répétée de la barrière sur cette maladie et de profiter de ces ouvertures pour faire passer dans la moelle de l'IGF-1. Donc la première phase sur souris saine a permis de mettre au point la technique, de définir les paramètres optimaux et de quantifier l'ouverture de la barrière.
La seconde phase, sur souris SLA, donc les souris ont été randomisées en 4 groupes. Un groupe contrôle, un groupe ne recevant que des ultrasons, un groupe avec de l'IGF-1 et l'IGF-1 plus ultrasons. Pour quantifier l'ouverture, nous avons fait des mesures du bleu des vents, qui est un colorant qui ne passe pas la barrière, ainsi que de l'IGF-1. Sur les souris SLA, donc le critère de jugement principal était bien sûr la survie. Et chez ces souris qui sont bien étudiées dans la littérature, on définit plusieurs phases de la maladie en fonction du poids. Une première phase dite présymptomatique pendant laquelle les souris prennent du poids, puis lorsqu'elles passent le pic de poids, on entre dans la maladie. Cette maladie est répartie en 2 phases, la première précoce jusqu'à la perte de 10% de poids, puis la phase tardive jusqu'au décès. Nous avons également effectué un suivi moteur des souris, ainsi qu'une analyse immunohistologique des moelles épinières. Les résultats sur les souris saines ont permis de montrer que grâce à des pressions acoustiques similaires à celles utilisées pour le cerveau, nous avons obtenu des belles ouvertures de la barrière hémato-médulaire, comme témoigne le passage du colorant bleu dans la moelle de manière localisée en regard de la zone d'ultrason. Le dosage quantitatif du bleu l'a confirmé, et pour l'IGF-1, nous avons eu des résultats assez impressionnants avec des ouvertures de la barrière permettant une multiplication des concentrations par 800 de l'IGF-1 en intramédulaire. Les ouvertures répétées chez la souris saine ont été bien tolérées, et sur la souris SLA, sur les 242 ouvertures que nous avons réalisées, nous avons eu seulement 2 déficits persistants. Concernant l'évolution de la maladie, avant l'initiation du traitement, la randomisation avait créé des groupes homogènes, ce qui nous permet de pouvoir les comparer par la suite. Concernant la survie globale, nous avons une agréable surprise puisque les ultrasons seuls ont permis d'augmenter la survie des souris de manière significative, avec une médiane de survie augmentée de 10 à 12 jours dans les groupes traités par ultrasons. Ce chiffre de 10 à 12 jours est tout à fait significatif sur ce modèle de souris dans la littérature. Afin de mieux comprendre l'augmentation de la survie des souris, nous avons voulu savoir si la perte des motoneurones était également ralentie, puisque sur ce modèle, tout comme chez l'homme, le nombre de motoneurones décroît avec l'évolution de la maladie. Eh bien, chez les souris ayant été traitées par ultrason, au moment de leur mort, elles présentaient le même nombre de motoneurones que les souris contrôle, alors qu'elles étaient bien plus âgées. Donc, les ultrasons non seulement prolongent la survie des souris, mais elles ralentissent d'autant la perte des motoneurones. Nous avons voulu savoir quelle phase de la maladie était augmentée grâce aux ultrasons. Donc, les ultrasons ont été, et l'IGF-1, les traitements ont été administrés à raison de 1 fois par semaine à partir du début de la maladie pour se rapprocher au mieux des situations cliniques. Et pendant uniquement 5 semaines, car au bout de 5 semaines, c'est un modèle qui est fragile et qui ne supportait plus les anesthésies générales qui sont nécessaires chez la souris. Et bien, donc pendant la phase précoce, phase pendant laquelle les souris ont reçu des ultrasons, nous pouvons observer une augmentation de la durée de cette phase chez les souris traitées par ultrasons. L'IGF-1 n'a pas d'impact sur cette phase. La phase tardive, et ici encore, le nombre de motoneurones était conservé malgré un âge plus avancé. Concernant les mécanismes pouvant expliquer cette amélioration de la survie des souris, nous sommes intéressés au système immunitaire des souris. Et donc, on constate que chez toutes les cellules que nous avons regardées, que nous avons quantifiées, que ce soit les microglies, les astrocytes ou les lymphocytes, on observe une nette activation inflammatoire secondaire aux ultrasons. Or, dans la sclérose latérale amyotrophique, il a déjà été démontré que certaines formes d'activation inflammatoire exerçaient un rôle protecteur dans l'évolution de la maladie, notamment l'infiltration des lymphocytes CD4 que l'on retrouve suite aux ultrasons. C'est donc probablement une des pistes pouvant expliquer cet intérêt. Au total, donc, nous avons réalisé les premières ouvertures de la barrière hématomédulaire chez la souris. Et il s'agit ici de la première étude montrant que des ultrasons en regard de la moelle épinière pouvaient avoir un effet bénéfique dans une pathologie, la sclérose latérale amyotrophique, avec une augmentation significative de la durée de vie des souris de 12 jours. Les mécanismes bénéfiques de ces ultrasons peuvent s'expliquer donc tout d'abord par cette activation immunitaire. Une des autres hypothèses que nous avons formulées est que tout simplement des molécules endogènes neuroprotectrices, comme certains facteurs neuroprotecteurs neurotrophiques des souris,
peuvent, suite aux ouvertures, passer dans la moelle épinière et exercer leur effet protecteur. Donc, nous allons prochainement réaliser une étude de toxicité sur le gros animal afin d'envisager ensuite un essai de phase 1 chez nous. Je remercie encore le docteur Séverine Boilet ainsi que le professeur Carpentier de m'avoir encadré cette année et je vous remercie de votre attention. Merci pour cette magnifique présentation. Des questions dans la salle? Monsieur Franco? Il n'y a pas déjà eu des essais de phase 1 avec cette procédure d'ouverture de la barrière? Alors, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, oui, qui sont actuellement en cours. Oui. Et au niveau de la barrière hémato-médulaire, jamais, puisqu'on en est vraiment aux prémices des essais chez la souris. J'avais une deuxième petite question, c'est qu'actuellement il y a une tendance, vous connaissez la petite boîte Meddeb, parce qu'elle est faite par des gens de la pépinière, donc ils ont trouvé que des techniques assez simples permettaient de prévenir chez 50% des patients la SLA. Comment vous voyez, oui, je vois que vous avez un doute un petit peu sur ces résultats, mais comment vous voyez l'association des deux? Alors, j'imagine que vous faites référence aux anti-SOD, qui sont, donc la mutation SOD représente 12% des formes de SLA chez l'humain. Donc effectivement, ces anticorps sont extrêmement prometteurs et permettraient une grande amélioration chez ces patients mutés SOD. Donc on en est à 10% des formes familiales, qui elles-mêmes représentent 10%. Donc c'est une toute petite population de niche, mais effectivement, on comptait se rapprocher de ce laboratoire pour proposer une collaboration afin d'optimiser le passage de ces anticorps et de ces antisens afin de potentialiser l'effet de ces anticorps et ces antisens. Je vais vous poser une question très basique. Comment on provoque une sclérose latérale amyotrophique chez la souris? Alors justement, c'est grâce à cette mutation SOD qui donc représente une petite portion des mutations retrouvées chez les humains. C'est la première mutation qui a été retrouvée. Ils ont développé ce modèle animal chez qui on injecte le transgène humain chez la souris qui surexprime donc la protéine SOD et qui développe un phénotype qui est assez similaire à la sclérose latérale amyotrophique de l'humain. En fait, c'est intéressant. Elle développe également une paraplégie qui est progressive et donc c'est le modèle courant classiquement utilisé pour la SLA. Merci. Quelle est la toxicité que on pourrait trouver dans les modèles chez l'homme ou chez le plus gros animal? Alors, des manipulations que vous faites? Des manipulations, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de gérer la dose d'ultrasons, la pression acoustique des ultrasons qui est appliquée au système nerveux. Et donc, on sait très bien que pour des pressions qui seraient extrêmement importantes, qui seraient démesurées, on pourrait avoir des lésions vasculaires avec notamment les bulles qui vibrent au rétro et qui créeraient des lésions vasculaires plus importantes. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire une escalade de dose très progressive afin de définir les paramètres optimaux. Après, on connaît très bien maintenant ces paramètres au niveau du cerveau et pour le moment, sur les essais cliniques en cours, il n'y a pas eu de toxicité au niveau du cerveau grâce à ces précautions qui sont prises d'escalade de dose. Donc, les ultrasons donc, peuvent varier avec multiples paramètres. Et est-ce que justement, dans vos études, vous avez prévu qu'il y a une multitude de paramètres possibles à faire et alors comment vous allez vous prendre pour définir ce qui est optimal? Alors heureusement, on se base sur les paramètres qui avaient été définis pour le cerveau. Et donc pour le moment, effectivement, on joue surtout au niveau de la pression acoustique des ultrasons. Mais effectivement, la fréquence de résonance est importante, mais elle est assez définie en fait. On la garde de manière assez stable car elle correspond à une fréquence qui est intéressante pour la taille de nos bulles. Donc on ne joue pas trop sur la fréquence, on joue vraiment au niveau de la pression acoustique et on fait une escalade de dose progressive. Et effectivement, est-ce par chance ou par mimétisme par le cerveau, mais avec tous les autres réglages, on a obtenu des superbes ouvertures de la barrière hémato-médulaire, donc qui pour nous satisfont. Bravo pour cette excellente communication qui ouvre des perspectives insoupçonnées. Et bravo Alexandre Carpentier qui en plus a développé une entreprise sur le sujet. Notre pays en a bien besoin, des entreprises innovantes. Une question de profane. Donc toutes ces
ces traitements ont été faits sous anesthésie générale Pour la souris. sur la souris et en pratique clinique chez l'humain, est-ce qu'il serait possible de le faire sans anesthésie Bien générale? sûr. Alors, l'implantation de l'émetteur se fait sous anesthésie générale car l'émetteur est entièrement sous-cutané afin d'éviter tous les problèmes infectieux. Donc, on implante l'émetteur en sous-cutané sous anesthésie. C'est une procédure qui se fait en ambulatoire, qui est assez rapide, de l'ordre d'une demi-heure de chirurgie. Et ensuite, les ouvertures de la barrière se réalisent par connexion entre le générateur et cet émetteur avec une simple aiguille percutanée, un petit peu comme quand on pique sur un pack. Donc c'est quasiment indolore pour le patient. Et les ouvertures durent 2 minutes, donc le patient est relié à cette aiguille pendant 2 minutes, puis il peut rentrer chez lui. Alors initialement, bien sûr, on réalisera des IRM afin de contrôler la tolérance, mais actuellement, pour le cerveau, on se passe même de ces IRM, donc le patient est connecté à la machine pendant 2 minutes, ne ressent rien et repart. Donc du coup, l'application des ultrasons, elle est juste sur un segment? Ouais. De quelle hauteur de segment à peu près? Alors, pour la souris... Et comment est-ce qu'on choisit? Ça, si on devait le faire chez l'homme, Bien sûr. où est-ce qu'on choisirait le... Pour la souris, nous avons choisi la moelle lombaire parce que c'est l'endroit où il y a le plus de dégénérescence. Et pour l'homme, 2 possibilités. Donc, soit la première qui paraît la plus intuitive, on se dit le décès survient par une insuffisance respiratoire, donc agissons sur les muscles respiratoires. Donc, on pourrait implanter les électrodes en regard de C3, C4, qui est la région qui s'occupe du diaphragme. Donc ça, c'est l'une des premières possibilités. La seconde possibilité, ce qui gêne le plus les patients, c'est d'être en fauteuil roulant, de ne plus pouvoir marcher. Donc prolongeons leur capacité motrice en implantant au niveau médulaire, donc en bas de la moelle épinière, au niveau du cône, ce qui s'occupe de la fonction de la motricité. Et dans un futur, pourquoi pas, et en cervical et en lombaire, pourrait se passer de la moelle thoracique qui n'a que peu d'intérêt clinique, mais la région diaphragmatique et la région lombaire sont vraiment nos 2 cibles principales. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à clôturer cette séance, cette session qui est intéressante. Remercier tous les orateurs et également le débat et l'Académie pour la qualité des questions et des débats. Merci à tous.